Bienvenue à tous dans la Grande Ligue, l'émission qui vous raconte la fabuleuse histoire des franchises NBA. On vous l'a souvent dit, la beauté du sport réside dans son incertitude. Malgré les efforts consentis, les sacrifices physiques et financiers et toute la résilience du monde, la victoire finale n'est jamais garantie. En NBA, certaines équipes attendent depuis plus de 50 ans de remporter le titre suprême. Mais d'autres, créées bien plus récemment, n'ont pas perdu de temps pour soulever le trophée Larry O'Brien. Ou mieux encore, pour installer une dynastie au sommet de la Ligue. La franchise dont nous allons vous parler aujourd'hui en est sûrement le plus bel exemple. Une institution respectée, qui a su travailler dur et saisir sa chance quand l'opportunité s'est présentée. À sa tête, l'un des personnages les plus importants de l'histoire du basket moderne. Gomine impeccable, plaquant ses cheveux, costard Armani et balis sur mesure aux pieds, jusqu'aux bagues rutilantes qui ornent ses doigts. C'est un véritable parrain. Pendant près de 15 ans, il a eu la chance de pouvoir compter sur les hitmen les plus redoutables de la Grande Ligue. Allez, pas besoin de vous en dire plus. On sort la Ferrari du garage, direction South Beach. Prévoyez quelques rafraîchissements, car la température risque de monter en flèche. Vous êtes prêts? Let's go! My friend Wilt, Norman Chamberlain, was far and away the best player I've ever played against. To the All-Star game, number one, Oscar Robertson. To Curry, skyhook, way rocked the baby to sleep and slammed up. Magic and Larry saved the NBA. Isaiah Thomas. At the buzzer, Michael Jordan has won it for Chicago. There's a green shade, yes. Lakers have two. Bryant to shot. Steps over Toronto. Shot from Parker. Nowitzki rising when it matters most. Putting it down. Up for the layup. Oh, blocked by James. Steal. Curry throws it up to Durant. Notre histoire prend place à Miami au début des 80s. Vice City, comme on la surnomme. Une ville à deux visages, où strass et paillettes cohabitent avec précarité et délinquance, sans jamais se croiser. Du moins, officiellement. À cette période, Magic City n'a rien de vraiment magique. Principale plaque tournante de la cocaïne en Amérique du Nord, les sicarios de Pablo Escobar, le plus célèbre narcotrafiquant au monde, approvisionnent quotidiennement en neige la jet set floridienne. Pour l'instant, vous ne voyez pas où on veut en venir, mais patience. À cette période, après un peu plus d'une décennie de galère, la NBA sort enfin la tête de l'eau. La rivalité entre Magic Johnson et Larry Bird captive les foules. Le jeune Michael Jordan attise la curiosité. Les propriétaires des franchises, asphyxiés financièrement jusque-là, voient l'instauration d'un salary cap en 1983 et la renégociation des droits TV, magistralement menée par le nouveau commissionnaire David Stern, comme un sacré bol d'air. Pour la première fois depuis le début des 70s, l'avenir de la Ligue peut être envisagé sereinement. Par conséquent, alors que les instances décisionnaires de la Ligue avaient envisagé il y a peu de réduire le nombre d'équipes en compétition, Stern, au contraire, veut l'augmenter. La croissance est là, et le businessman averti compte bien surfer sur la vague. Dans le cadre du projet d'expansion de la NBA, la Floride s'impose d'emblée comme une destination incontournable. 5e État le plus peuplé du pays, économie solide, lieu touristique prisé, culture sportive développée et surtout vierge de toute équipe professionnelle de basketball. Stern aurait tort de s'en priver. Au départ, 3 villes sont pressenties. Saint-Pétersbourg. Mais non, pas celle-là, l'autre. Orlando et Miami. Pensé pour redynamiser un centre-ville à la réputation sulfureuse, le projet est initialement porté par 2 hommes d'affaires locaux. Cependant, la Miami Sports and Exhibition Authority, formée pour encourager le développement du sport professionnel dans la ville, lui retire rapidement son soutien au profit d'un autre duo, plus connu dans le monde de la balle orange. Composé de la légende des Sixers, Billy Cunningham,
et de Lewis Schaffel, un ancien agent de joueur, doublé d'un ex-GM, la paire approche le comité d'expansion de la Ligue. Le courant passe plutôt bien. Vous voulez vous doter d'une franchise ? Trouvez un type très riche pour en acheter les droits. Ça tombe plutôt bien. Les personnes fortunées, ce n'est pas ce qui manque à Miami. Ted Harrison est l'un d'eux. Vétéran des brigades juives pendant la Seconde Guerre mondiale et officier dans les forces de défense israéliennes lors du conflit israélo-arabe, Ted n'a pas peur de prendre des risques. En 1952, frustré par le manque d'opportunités commerciales dans son pays natal, il décide de tout plaquer pour vivre son rêve américain. L'avenir va lui donner raison. Une dizaine d'années plus tard, il fait fortune dans les croisières maritimes. La proximité avec la mer des Caraïbes ne doit pas être étrangère à cette belle réussite. Harrison n'est pas vraiment un fan de basket, ni de sport en général d'ailleurs, mais il adore les défis. C'est donc volontiers qu'il accepte de prendre une part majeure dans le projet. Mécène à ses heures perdues, il convainc même sa connaissance, Zev Buffman, un producteur de théâtre, de les rejoindre. Pour plaider sa cause, l'homme d'affaires israélien s'envole direction New York. David Stern se montre très réceptif à son discours. Le seul hic, c'est que pour mener à bien une telle aventure, il ne suffit pas de se mettre le commissionnaire dans la poche. La concurrence est rude. Il est rapidement acté que Charlotte et Minneapolis auront le droit à leur franchise. En revanche, pour ce qui est de la Floride, le comité a du mal à statuer. Orlando et Miami affichent 2 dossiers béton. Pendant plusieurs semaines, les deux villes se livrent une guerre fratricide. Il en va de la suprématie régionale. Finalement, le 22 avril 1987, la décision tombe. Ouf de soulagement, les 2 cités floridiennes décrochent l'autorisation d'intégrer la Ligue. D'abord Miami, dès la saison 88-89, puis Orlando, 1 an plus tard. La première en compagnie de Charlotte, pas exactement l'équipe que vous connaissez aujourd'hui, la seconde en compagnie de Minnesota. 4 franchises en 2 ans, c'est tout simplement le plan d'expansion le plus important de la NBA moderne. Ceci fait, il ne reste plus qu'à finaliser quelques broutilles. La construction d'une salle, vendre plus de 10 000 billets à l'avance et au passage, trouver un nom à l'équipe. L'effervescence autour de la nouvelle franchise est telle que les 2 premiers points se règlent assez facilement. Pour le nom, vous commencez à y être habitué. Un concours est organisé et parmi 20 000 propositions, quelques-unes sont retenues. Les Tornadoes, les Barracudas, Sharks, Beaches et le Heat. Vous vous en doutez, c'est cette dernière qui est choisie. Heat, chaleur, Floride, beau temps et climat tropical. Pas besoin de vous faire un dessin. Pour ce qui est de constituer un roster qui tient la route, l'expansion draft n'est pas d'une grande aide. On note cependant que Billy Thompson devient officiellement le premier joueur de l'équipe. La vraie draft, quelques jours plus tard, se montre plus clémente. Dans une des cuvées les moins relevées de l'histoire, le Heat parvient quand même à réaliser 3 belles acquisitions en récupérant Ronnie Sekali, Kevin Edwards et Grant Long. Le premier devient par là même le premier Libanais à fouler les parquets de la Grande Ligue. Grand, beau et bronzé comme un acteur de série, Sekali colle parfaitement à l'identité de la ville. MIP, 2 ans plus tard, le Spin Doctor fait partie des rares joueurs à soutenir publiquement Magic lors de l'annonce de sa séropositivité. Un bon gars et surtout un gros fêtard, aujourd'hui reconverti en DJ. La première belle histoire d'amour entre un joueur et Miami. Une fois l'équipe sur pied, la ville peut enfin accueillir son premier match. Son premier ? Vraiment ? Eh bien, pas tout à fait. Figurez-vous que si en 1988, Miami est bien la ville d'une seule franchise, les Dolphins en NFL, cela n'a pas toujours été le cas. Avant même la création des Fins en 70, Sin City était le fief des Miami Floridians, une équipe de basket associée à la toute fringante ABA. En 4 ans d'existence, entre 1968 et 1972, les Floridians se forgent une réputation à part. Pas pour leurs résultats sportifs, mais pour leurs ball girls. Groupe de cheerleaders en bikini très minimaliste. Principale attraction de l'équipe, elles sont de toutes les animations et parfois même des déplacements. Déjà à l'époque, Miami n'est pas en avance en ce qui concerne l'image de la femme. Mais bon, revenons à notre hit. Les débuts de la nouvelle franchise se font en grande pompe le 4 novembre 1988 face aux Clippers. L'ambiance est aux paillettes. Toute la jet set floridienne est présente dans la salle. Concerts, animations, la totale. Quoi ? Le résultat de la rencontre ? Une défaite. Et c'est loin d'être la dernière.
très inexpérimentée, l'équipe enchaîne 17 déconvenues consécutives avant d'enfin remporter un match face à ces mêmes Clippers d'ailleurs. Si la première saison est assez catastrophique, les suivantes témoignent d'une nette progression. Le Heat continue de drafter intelligemment. Glenn Rice en 89, puis Steve Smith en 91. La franchise atteint même les playoffs à 2 reprises, en 92 et 94. Des débuts assez honorables quand on y pense. Convaincu qu'ils ne pourront pas aller plus loin malgré un effectif jeune et prometteur, Billy Cunningham procède au démantèlement rapide de l'équipe. Première victime, Ronnie Sekali. Un vrai déchirement pour les fans. Une poignée de jours plus tard, exit également Grant Long et Steve Smith, tous deux envoyés aux Hawks, pourtant bourreaux du Heat en play-off quelques mois auparavant. L'équipe perd son identité et l'intérêt du public, au point de convaincre Lewis Schaffel et Zev Buffman de vendre leur part. La barre des 70 ans passés, Ted Harrison délègue de plus en plus, jusqu'au jour où il décide de retourner vivre en Israël. Ce n'est pas le cas de son fils, le très ambitieux Mickey. En 1994, l'armateur rachète le Heat et devient le seul maître à bord. Dès sa prise de fonction, il fait le grand ménage. Contrairement à son paternel, Mickey aime le basket et rêve de remporter un titre. Qui d'autre qu'un des meilleurs coachs de tous les temps pour l'aider à réaliser sa folle ambition. À 3 heures d'avion au nord, Pat Riley est en pleine négociation avec les Knicks. Affichant un ratio de victoire exemplaire de plus de 70%, le Godfather a contribué à élever la franchise new-yorkaise vers les sommets de la conférence Est. Profitant de la première retraite sportive de Jordan, il parvient même à conduire ses Knicks en finale NBA. Les dirigeants de la franchise sont prêts à n'importe quel sacrifice financier pour le conserver. Ils lui proposent un contrat de 15 millions de dollars sur 5 ans, un montant record à cette époque. Le problème, c'est qu'en bon parrain, Riley adore certes l'argent, et il ne s'en cache pas, mais ce qu'il préfère avant tout, c'est le pouvoir et la liberté. Une mainmise sur la franchise que les Knicks refusent de lui accorder. Contrairement à Mickey Harrison, qui lui offre une carte blanche absolue s'il rejoint Miami. Les négociations étant restées secrètes, la nouvelle fait l'effet d'une bombe en ce mois de juin 1995. Pat Riley annonce qu'il va quitter ses fonctions pour rallier le Heat. Dave Checketts, le président new-yorkais, le remercie pour son travail, mais en profite pour le tacler poliment dans la presse. Si le futur proche lui donne raison, les décennies suivantes vont le décrédibiliser totalement. À peine installé dans le sud de la Floride, le quintuple champion NBA modèle le Heat à son image et installe ses hommes de confiance au poste clé. C'est la mise en place de ce qu'on appelle aujourd'hui la Heat culture. Une culture de la gagne, que Gary Payton définit ainsi. Ce n'est pas seulement une question de gagner. Il s'agit de la façon dont vous gagnez. C'est ramper jusqu'à la ligne d'arrivée s'il le faut. C'est ne rien laisser dans le réservoir. En un mot, l'exigence. Une exigence maintenue tout au long de la saison, parce que s'il y a une chose avec laquelle Riley ne transige pas, c'est l'éthique de travail. Votre masse graisseuse dépasse un certain seuil, vous ne jouez pas. Vous ne vous entraînez pas assez durement, idem. Votre attitude nuit au groupe, vous êtes mis à l'écart. Pas de place pour les sentiments. Peu importe votre niveau de jeu, la règle est la même pour absolument tout le monde. Pour mériter sa place, il faut être dans la forme de sa vie. La hit culture, c'est l'incarnation de l'adage selon lequel le travail acharné surpasse le talent inné. Des valeurs présentes dans Glory Road, un film que Pat Riley aime montrer à ses nouvelles recrues. Il raconte l'histoire vraie de Don Haskins, le premier coach universitaire à remporter un titre NCAA avec un 5 majeur entièrement composé d'Afro-Américains en 1966. Anecdote que vous pouvez ressortir en soirée. Pat Riley, alors joueur des Wildcats du Kentucky, faisait partie des prestigieuses victimes de cette incroyable équipe d'El Paso. Revenons en 1995. Il n'y a pas que la culture que le Godfather transforme. Le roster est également chamboulé. Glenn Rice, auteur d'une grosse saison 94-95, bénéficiait alors d'une vraie hype. La gâchette du Heat a remporté le concours à 3 points du All-Star Game et signé plusieurs cartons offensifs, dont une marque à 56 points. Parfait. Riley en profite pour l'échanger contre Alonzo Mourning. Comme au Knicks, le coach gominet veut bâtir son équipe autour d'un intérieur dominant. Zo sera son nouveau Patrick Ewing. Monstre athlétique, Mourning est avant tout un défenseur né, un rim protector de la trempe des Dikembe Mutombo et autres Ben Wallace. Sa spécialité, des contres ultra spectaculaires.
Zo n'est pas uniquement un grand défenseur, c'est aussi un bon attaquant. Pas si aérien, mais cela ne l'empêche pas de lâcher des poster-dunks bien sales. Et quand la violence ne suffit pas, il peut ponctuellement asséner des daggers meurtriers. Le pivot n'est pas le seul All-Star à débarquer en Floride. Tim Hardaway, le génial meneur du run TMC, vient relancer sa carrière du côté de South Beach. Que dire de Tim Hardaway ? Si on peut assez aisément détester le personnage, le joueur, lui, suscite forcément l'admiration. Rarement un joueur ne se sera montré aussi créatif pour faire rentrer un ballon dans un panier. Et puis, quel handle ! Quelle panoplie de dribbles ! Avant Iverson, le crossover a un nom, et il s'appelle Tim Hardaway. Ajoutez à ces 2 morts de faim avides de victoire des compléments de choc et vous obtenez une sacrée bonne équipe. Plus rien à voir avec celle de la saison précédente. 1 an plus tard, il ne reste d'ailleurs plus qu'un seul rescapé de celle-ci. Après une année de rodage, le Heat est fin prêt. En 96-97, l'équipe pulvérise son record en saison régulière. 61 victoires pour 21 défaites. En play-off, le premier tour face au Magic est loin d'être un cadeau. Penny Hardaway éclabousse la série de son talent. Hardaway, and he takes up right where he left off. Penny Hardaway, the entry pass. Quick baseline move over 3 Heat players and reverses it through. Impossible shot. Mais au bout de la 5e et ultime rencontre de ce derby floridien, c'est bien Miami qui ressort vainqueur. But the Miami Heat, for the first time in franchise history, has won a playoff series. La demi-finale de conf est l'occasion pour Riley de retrouver de vieilles connaissances, les Knicks de son disciple Jeff Van Gundy. Pour résumer cette opposition, c'est comme si le Godfather s'affrontait lui-même. Les 2 équipes sont construites à l'identique ou presque, et arborent une identité de jeu rugueuse et ultra défensive. On pourrait presque parler de fils spirituel des Bad Boys. Gotham n'a toujours pas digéré le départ surprise de son ancien coach et ne se prive pas de lui faire remarquer lors de son retour au Garden. I think that Riley really disappointed us in New York. We thought Riley was the perfect gentleman, and he proved us wrong. I think he should be in jail. Why? He didn't finish his contract with the Knicks. I don't think the fans are going to receive him too well. He's a traitor. He went for the money, he went for the bucks. The Knicks don't need him though, because Nelson's doing fine and we don't need Riley. So, good riddance. Here comes Pat Riley. Celui-ci répond avec classe. Du Pat Riley dans le texte. Le début de la série est moins accroché qu'escompté. Les Knicks dominent et se retrouvent rapidement en position de l'emporter. À 3-1, le Game 5 s'annonce crucial. Nous sommes le 14 mai 1997 à la Miami Arena. Dans les ultimes minutes, le Heat est sur le point de l'emporter au terme d'une bataille brutale, quand tout à coup, une bagarre éclate. À partir de là, tout bascule. Trois New-Yorkais écopent d'une suspension pour la rencontre suivante, dont les tauliers Patrick Ewing et Alan Houston. C'est assez pour permettre au Heat de se relancer et finalement s'imposer en 7 matchs. Vous verrez, cette histoire est loin d'être finie. Après avoir galéré lors des 2 premiers tours, la finale de conf s'annonce d'un tout autre niveau. Vous voyez où on veut en venir. Playoffs et 90s sont synonymes de Bulls. Pas besoin d'entretenir le suspense. Miami ne fait pas le poids face à sa majesté Jordan, qui file tout droit vers son 5e titre. Le reste de la décennie peut se résumer à un match-up. Heat versus Knicks. On vous avait dit que la rivalité était loin d'être terminée. Elle prend même un tournant historique au premier tour des playoffs 1998. Cette fois, le scénario est complètement inversé. Auteur d'une belle régulière, Miami prend rapidement l'ascendant. Dans le garbage time de la 4e rencontre, un nouvel événement vient bouleverser le cours de la série. Hardaway joue la montre et envoie un tir casse-croûte en fin de possession. Bataille au rebond entre Larry Johnson et Alonzo Mourning.
Les esprits s'échauffent jusqu'au point de non-retour. Les deux Golgoths tentent de s'envoyer des droites. Aucune ne touche. Doc Rivers ironisera plus tard. Fortunately for these guys, they are both awful fighters. Pas de grands bagarreurs, d'accord, mais tout de même de beaux bestiaux qu'il faut séparer. Jeff Van Gundy y va de sa petite contribution. Peut-être la tentative la plus désespérément ridicule de l'histoire. À vous de juger. Zo et Johnson, c'est un peu la rivalité dans la rivalité. Anciens coéquipiers aux Hornets au début de leur carrière, ils se détestent depuis le premier jour. La raison ? Juste une histoire de concours pour déterminer qui a la plus grosse. Quoi qu'il en soit, le momentum profite cette fois aux Knicks qui prennent leur revanche. Double rebelote en 1999 où Alan Houston offre la victoire aux siens d'un shoot assassin. Puis en 2000, histoire d'en remettre une couche. 4 confrontations en 4 ans. 4 séries irrespirables en 7 matchs. Des scores qui atteignent rarement les 100 points. Du jamais vu. Si cette rivalité n'a peut-être pas l'aura légendaire d'un Knicks Pacers ou d'un Bulls Pistons, elle n'en demeure pas moins l'une des plus intenses et des plus personnelles. Un combat à mort duquel, pour une fois, New York ressort vainqueur. Tim Hardaway vieillit et il est envoyé à Dallas en 2001. Zo a de gros soucis de santé. À partir de là, l'équipe ne parvient pas à se qualifier pour les playoffs durant 2 années de suite. Habitué à la victoire, Riley est tellement dégoûté qu'il déclare avoir failli se limoger lui-même. À la fin de la saison 2002-2003, il laisse le coaching à son disciple Stan Van Gundy, le frère de Jeff, pour se consacrer entièrement à son rôle de GM. C'est le début d'une nouvelle ère. General manager à plein temps, Riley se met en quête de dégoter la perle rare. Un soir de mars 2003, il se rend à Milwaukee pour assister à un match entre l'université de Marquette et celle du Kentucky. Un jeune homme crève l'écran. Dès son retour à Miami, Riley visionne toutes ses rencontres, les analyse dans les moindres détails. Le soir de la draft, quand arrive le tour du Heat, c'est le nom de ce fameux prospect qui est appelé par David Stern. With the 5th pick in the 2003 NBA draft, the Miami Heat select Dwayne Wade from Marquette University. Dwayne a grandi dans le South Side à Chicago. Un ado dans les années 90 à Windy City ? Vous vous doutez bien qui pouvait être son idole. Pas très grand, mais massif, Wade est un tank. Un tank qui file à la vitesse de la lumière. Son premier pas supersonique lui permet de passer n'importe quel adversaire, rendant son Eurostep quasi imparable. Slasher né, il n'en demeure pas moins un bon défenseur sur l'homme. Plus que grâce à ses qualités innées, c'est par sa détermination que l'arrière impressionne. Enfant, son destin aurait pu être différent si sa sœur n'avait pas décidé d'elle-même de le retirer de la garde de sa mère toxicomane pour le confier à son père. Strict pour éviter que son fils ne sombre dans la délinquance, son paternel lui apprend la rigueur et à se donner les moyens de réussir. Une mentalité de bosseur qui plaît à Pat Riley. Dès sa saison rookie, Wade assure le spectacle et qualifie même les siens pour les playoffs. C'est évident, ce garçon est spécial. Impossible de passer à côté. Impossible ? Vraiment ? Pas tout à fait en fait. Cette année-là, aucun match du Heat n'est diffusé à l'antenne nationale. Malgré ses exploits, le numéro 3 est boudé par les médias. Toute leur attention est dirigée vers 2 autres rookies, les mêmes qui lui ont volé la vedette le soir de la draft, LeBron James et Carmelo Anthony. Wade n'est que la 3e roue du carrosse, de quoi faire bouillir le compétiteur en lui. Ça tombe bien, à l'été 2004, il n'est pas le seul à être revanchard. De l'autre côté des États-Unis, le divorce entre Shaq et Kobe est officiellement prononcé. La défaite en finale face aux Pistons a laissé des traces. Ne supportant plus son coéquipier, le Big Diesel a exigé son trade. De toute façon, c'était l'un ou l'autre. À Miami, Pat Riley serait également sur le départ. Auditionné par les Pourprés Or, on lui propose de reprendre les rênes de sa franchise de toujours. Le Godfather refuse poliment et profite de l'occasion pour glisser quelques mots doux à l'oreille du Shaq. Vous sentez venir l'embrouille ? Coup de tonnerre quelques jours plus tard. Riley reste et O'Neal débarque à Miami. En toute sobriété, bien sûr. Vous vous doutez bien que faire bouger un gros bonhomme de plus de 2,16 m, ça demande du monde. 3 joueurs pour être précis, et pas n'importe lesquels. Brian Grant, Lamar Odom et Caron Butler, 3 des principaux artisans de la bonne saison du Heat.
Ajoutez à ça quelques tours de draft et le compte est bon. Un beau blockbuster trade. Il ne faut pas se leurrer. En 2004, Shaquille O'Neal est déjà sur la pente descendante et sort d'un exercice moins brillant qu'à l'accoutumée. Mais bon, le Shaq reste le Shaq. Même à 32 ans, malgré un physique déjà bien usé, il reste un problème de poids dans les raquettes adverses. Assez pour manquer d'un rien d'être élu MVP pour sa première saison en noir. Non, il n'a pas les mêmes standards que le commun des mortels. On pourrait penser que son arrivée représente un frein dans l'ascension du désormais sophomore, mais pas du tout. Lassé des guerres d'ego, Shaq annonce la couleur d'emblée. Cette équipe, c'est celle de Wade. Consécration ultime. Il le baptise même de l'un des surnoms dont il a le secret. D-Wade devient Flash. Cette volonté commune de partager la lumière se ressent sur le terrain. Dès leur premier match ensemble, l'alchimie semble parfaite. Une relation fraternelle s'installe entre les deux joueurs. Shaq est le grand frère expérimenté et farceur. Yeah, he right here, Flash right here. Hold on. Flash. Wade, le petit frère insouciant et à l'écoute. Ils se serrent les coudes et avancent unis, avec un seul objectif en tête, remporter un titre. Les résultats ne tardent pas à suivre. À peine à l'équilibre, la saison précédente, Miami termine première de sa conférence. En play-off, Flash survole la compétition et tourne à 26 puis 31 points de moyenne lors des 2 premiers tours. Le balai est sorti dans le New Jersey d'abord, puis à Washington. La finale de conférence face aux Pistons, champions en titre, s'avère être une autre paire de manches. Dans une série ultra défensive, les deux équipes se rendent coup pour coup. Comme par le passé, le Shaq est limité en attaque par les Wallace. À seulement 23 ans, D-Wade se charge de porter l'équipe sur son dos. Au Game 2, il pique une crise à 40 points avant d'en recoller 36 4 jours plus tard. À 2 partout dans la série, tout reste encore possible. Mais le momentum semble clairement du côté des Floridiens. Lors de la 5e rencontre, Miami est en passe de concrétiser cette avance sur son terrain. D'un tir lointain, Flash aggrave la marque. Mais immédiatement, on voit qu'il ressent une gêne au niveau des côtes. Wade s'écroule quelques instants plus tard. Heureusement, le bilan n'est pas dramatique, une simple tension musculaire. Miami remporte le match, mais doit quand même composer sans son franchise player au Game 6. Les Pistons en profitent pour revenir à hauteur et forcer une ultime rencontre. À domicile, D-Wade est héroïque. Malgré sa blessure, il parvient à maintenir le Heat en vie pendant tout le match. Hélas, le dernier tir est trop court. Les champions en titre s'imposent. Au vu de la physionomie de la série, Miami peut nourrir des regrets. Au lieu de se laisser abattre, les Floridiens se servent de cette défaite comme d'une source intarissable de motivation. Gros chamboulement à l'intersaison. Miami se sépare d'Eddie Jones et reçoit James Posey, Jason Williams et Antoine Walker en contrepartie. Quelques semaines plus tard, c'est au tour de Gary Payton de les rejoindre. Au sein de cet effectif majoritairement composé de vétérans, seul Shaq a déjà ressenti la joie de soulever le trophée Larry O'Brien. Pour des légendes comme Mourning ou The Glove, âgés de 35 et 37 ans, cette saison est vraisemblablement celle de la dernière chance. Tous placent leurs espoirs dans le genou du groupe. C'est à Wade de les guider vers les sommets. Cependant, tout ne démarre pas comme prévu. Shaq se blesse sérieusement au genou au bout de 2 matchs de saison régulière. Régulièrement indisponible, il manque un quart des rencontres de l'exercice 2005-2006. Privé du diesel, le Heat déçoit. Tôt dans la saison, Stan Van Gundy démissionne. Officiellement, il évoque une raison personnelle. Mais en réalité, le coach a perdu le soutien du vestiaire et notamment des vétérans. À choisir entre Van Gundy et O'Neal, Pat Riley n'a pas hésité longtemps. Dos au mur, le Godfather reprend du service. Miami se relance et accroche la 2e place à l'Est. La ligne de stats de Flash cette saison-là, 27 points, 6 rebonds, 6 passes et 2 interceptions et demie. En un mot, MVP. Enfin, pas tout à fait. Bref, ne remuons pas le couteau dans la plaie. Sur leur bonne lancée, les Floridiens se frayent un chemin sans trop d'embûches jusqu'à la finale de conférence. Une nouvelle fois, les Pistons leur barrent la route. Le couteau entre les dents et motivé comme jamais, Flash continue de marcher sur l'eau. Wade finding an open area inside, drives hard, draws the foul. Relativement discret, en début de série, Udonis Haslem et surtout le Shaq se mettent au diapason.
Le rouleau compresseur est lancé. La victoire est totale. Après 18 ans d'existence et pour la première fois de son histoire, le Heat rallie les finales NBA. Malgré cette performance, peu d'observateurs considèrent Wade et sa bande comme des challengers crédibles. En face, les Mavs de Dirk Nowitzki sont annoncés comme ultra favoris. Il faut dire que le Wunderkind sort lui aussi d'une saison monstrueuse et vient tout juste de se débarrasser coup sur coup des Spurs champions en titre et des Suns du double MVP Steve Nash. Sur le papier, les Texans semblent partir avec un net avantage. Un statut assumé lors des 2 premiers matchs à domicile que les Mavs remportent facilement. Jusque-là, rien d'étrange. À 6 minutes 30 de la fin du Game 3, Dallas dispose d'une avance confortable de 13 points. Remporter ce match leur permettrait à coup sûr de s'assurer la victoire finale. Temps mort, Miami. Riley exhorte ses hommes à ne pas finir leur saison d'une telle manière. Perdre, d'accord, mais autant le faire avec panache. Sauf que Wade n'a pas du tout envie de s'avouer vaincu. De retour sur le parquet, il rentre dans la zone. Il devient tout simplement inarrêtable. Même en s'y mettant à plusieurs, les Mavs ne parviennent pas à le contenir. À mi-distance ou en pénétration, la balle rentre systématiquement dans le cercle. Porté par son franchise player, Miami parvient à revenir à hauteur et même à passer devant. Dans les ultimes instants de la rencontre, Flash, toujours lui, dévie une tentative de alley-oop pour sceller la victoire des siens. Porté par la grâce, le duo Wade-Shaq se déchaîne lors des rencontres suivantes. Tétanisé par l'enjeu, Dirk Nowitzki se crispe et devient fantomatique. À Dallas, seul le Jet tente de résister. Chaud bouillant au Game 5, il est à 2 doigts d'inverser le cours des finales. Mais le numéro 3 a le dernier mot. Il clôt les débats 2 jours plus tard. Le Heat est sur le toit du monde. Pour Pat Riley, il ne fait aucun doute qu'à cet instant précis, Dwayne Wade est le meilleur joueur au monde. Avec presque 35 points de moyenne, il vient de livrer l'une des plus belles performances de l'histoire des finales NBA. Symboliquement, chaque brise le protocole et lui décerne le trophée Bill Russell. Congratulations 2006 MVP Dwayne Wade. Le passage de témoin est acté. L'arrière n'a officiellement plus à souffrir de l'ombre de qui que ce soit. Dans les saisons qui suivent, Miami ne parvient pas à confirmer son nouveau statut de favori. En 2007, les champions essuient même un sweep cinglant au premier tour. L'effectif déjà âgé au moment du titre décline de plus en plus. Gary Payton puis Alonzo Mourning prennent leur retraite bien méritée. En méforme, Antoine Walker et James Posey sont écartés du groupe. Souvenez-vous, on ne plaisante pas avec la hit culture. Le gros Shaq enquille les pépins de santé et les kilos en trop. Déjà pas au beau fixe, sa relation avec Pat Riley se tend davantage. In Miami, when I had a fight with Pat Riley, and motherfucking Gary Payton had to grab me from choking Pat Riley. Remember that, GP? Yeah, you was gonna choke him out too, boy. Because I was gonna choke you right after that. Le 6 février 2008, le Big Aristote est finalement envoyé aux Suns, où il ira provisoirement se refaire une santé. Le Heat redevient une équipe comme une autre. Wade, lui non plus, n'est pas épargné par les blessures, à l'épaule et surtout au genou. On lui diagnostique la maladie de Sinding-Larsen, dite du genou sauteur, une déformation de la pointe de la rotule courante chez les athlètes de haut niveau. Cela ne l'empêche pas de performer à un très haut niveau et de dépasser Alonzo Mourning pour devenir, à même pas 30 ans, le meilleur marqueur de l'histoire de la franchise. À la suite d'un exercice 2007-2008 catastrophique, à la fin duquel le Heat finit bon dernier de la ligue, le Godfather se retire définitivement du coaching. Il cède sa place au jeune Erik Spoelstra, un pur produit de la maison. Présent dans le staff depuis 1995, il manque de perdre son poste à l'arrivée du légendaire coach du Showtime. Cependant, une clause dans son contrat lui sauve la mise. D'abord simple assistant vidéo,
il grimpe les échelons un à un jusqu'à succéder au parrain et devenir le boss de l'organisation, même si Riley continue de tirer les ficelles dans l'ombre. L'effet n'est pas immédiat. À l'été 2010, la situation est critique. Dwyane Wade se retrouve agent libre non restreint. Après 2 éliminations consécutives au premier tour, Flash souhaite absolument renouer avec la victoire, à Miami ou ailleurs. Pour ça, il est même prêt à faire des sacrifices financiers. L'arrière n'est pas la seule star de sa cuvée de draft dans ce cas. À Toronto et Cleveland, Chris Bosh et LeBron James vivent des situations à peu près similaires. Trop isolés dans leur équipe, ils ne peuvent décemment prétendre à décrocher un titre. Vous connaissez l'adage, l'union fait la force. Copains comme cochons depuis leur escapade dorée à Pékin, James, Wade et Bosh ont le même désir. Jouer ensemble. Évidemment, vous imaginez bien que signer ces 3 monstres en même temps exige des finances considérables. Dans la ligue, à ce moment-là, on pense que seules 2 franchises peuvent se le permettre. Le Heat et les Knicks. En réalité, une 3e est en ballottage favorable. Les Bulls. Pour tout dire, Chicago part même favorite. Les 3 amis s'imaginent bien succéder à Michael Jordan, Scottie Pippen et Dennis Rodman. En plus d'être la ville natale de Flash, Windy City voit émerger plusieurs stars au sein de son effectif. Derrick Rose, Joakim Noah, Lou Holding sont à cette époque des arguments de choix. Cependant, les Taureaux n'acceptent de signer que 2 joueurs. Solidaire, le trio, pas encore constitué, refuse. En bon opportuniste, Pat Riley en profite pour sauter sur l'occasion. Le 7 juillet, Dwyane Wade et Chris Bosh annoncent en premier leur intention de signer à Miami. Dwyane and Chris, Dwyane, we'll start with you. Where are you going to be playing next season? Well, I'm back in Miami, man. I'm back in, as for now, I'm back in Wade County. Back in Miami with the Heat. Chris, you want to jump in and tell us where you're going to be as well? Yeah, I'm joining Mr. Wade in Miami. Le lendemain, lors d'une émission spéciale retransmise sur ESPN, c'est au tour du Chosen One de choquer la planète basket avec une réplique qui devient immédiatement culte. The answer to the question everybody wants to know. LeBron, what's your decision? In this fall, man, it's very tough. In this fall, I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat. La machine médiatique se met en marche. Les 3 hommes suscitent un tel engouement qu'ils se surnomment eux-mêmes les Heatles. Car comme le mythique groupe, ils jouent toujours à guichet fermé. Tels des rockstars, leur présentation se fait dans une American Airlines Arena chauffée à blanc. Du jamais vu depuis Michael Jordan. LeBron s'amuse même à jouer les Nostradamus. But we also know you 3 kings came down here to win championships. Not 1, championships. Not 2. LeBron, tell us about that. Not 2, not 3, not 4, not 5, not 6, not 7. Effectivement, la modestie n'est pas vraiment son truc. Mais il s'agirait de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Après les Celtics 3 ans plus tôt, Miami vient officiellement d'acter le passage dans une nouvelle ère en NBA, celle des super teams. Les débuts ne sont pas aussi brillants qu'espérés. Lors de leur premier match de saison régulière, les Tres Amigos s'inclinent au TD Garden face à l'autre Big Three dominant à l'Est. L'équipe prend un petit moment pour trouver son rythme de croisière. Elle profite du retour du futur King sur ses terres pour véritablement lancer sa saison. Impitoyable, LeBron exécute ses anciens sujets. La machine est lancée. Chacun trouve sa place. Habitué à jouer les premiers rôles dans les raquettes adverses, Chris Bosh fait évoluer son jeu. Afin de libérer de l'espace pour ses 2 compères, il s'écarte progressivement du cercle pour devenir un stretch four moderne, sans oublier bien sûr de s'atteler aux tâches défensives. Comme Shaq avant lui, Wade accepte intelligemment de ne plus être l'unique tête d'affiche. Sur le terrain, il noue des liens très spéciaux avec ses 2 nouveaux coéquipiers, notamment LeBron. Jugez par vous-même. De son côté, James, même s'il est clairement le franchise player de l'équipe, apprend peu à peu à déléguer. Il troque l'omniprésence pour l'efficacité. Son nombre de tirs par match baisse, mais sa sélection gagne en qualité.
Solide comme un bœuf, personne ne peut l'arrêter une fois lancé. Progressivement, il développe même un tir longue distance de plus en plus fiable. LeBron devient un général. Il comprend quand il doit se mettre en retrait et quand au contraire, il peut prendre le jeu à son compte. Parce que oui, cela ne l'empêche évidemment pas de mettre des cartons. LeBron James quoi. Solide, les Heatles finissent deuxième de leur conférence. Plutôt correct. Arrivé en play-off, ils cessent définitivement de faire dans la dentelle. Un gentleman sweep pour tout le monde. Ni le Boston Three Party, ni les Bulls du MVP Derrick Rose ne peuvent rivaliser. Comme un signe du destin, l'affiche de la finale est la même que 5 ans auparavant. Sauf que cette fois, le scénario est complètement inversé. Le Heat part largement favori. La veille du Game 1, Scottie Pippen adoube même LeBron comme le meilleur joueur de l'histoire. Michael Jordan is probably the greatest scorer to ever play in the game. But I may go as far as to say LeBron James may be the greatest player to ever play the game. Histoire de confirmer la tendance, Miami s'impose assez largement lors de la première rencontre. La prophétie semble en marche, mais encore une fois, il ne s'agirait pas de partir trop confiant. Après avoir choke en 2006, Dirk n'est pas prêt à rendre les armes. Mené de 15 points à 7 minutes de la fin du Game 2, il sonne la révolte et inscrit le tir de la gagne après avoir pris soin d'enrhumer Chris Bosh. Les rencontres suivantes sont encore plus serrées. Enfin libéré, Nowitzki surnage. James, lui, est un peu plus en difficulté, surtout dans le money time où il collectionne les mauvaises décisions. Cela oblige Wade à le suppléer au scoring. Avec ce flash dominant, on se croirait revenu en 2006. Un remake allemand du Flu Game ramène les équipes à égalité parfaite, de partout. Comme souvent, on ne le répétera jamais assez, le Game 5 s'annonce d'une importance capitale. Peu avant le match, dans les travées de l'American Airlines Center de Dallas, LeBron et Flash se montrent un peu taquins vis-à-vis de Wunderkind. Mauvaise idée. Blessé, Dirk en fait une affaire personnelle. Il repart du Texas avec la victoire et, comble de l'humiliation, va définitivement s'imposer 3 jours plus tard en territoire ennemi. En temps normal, il est sympa, mais n'oubliez pas, on ne déconne pas avec The Blonde Bomb from Würzburg, Germany. L'immense joie des Mavericks contraste avec la mine déconfite des Tres Amigos. Gêné par les prises à deux et la très bonne défense de Sean Marion, LeBron, un peu trop loquace au cours de la saison, n'a pas répondu présent au moment crucial. C'est ce qu'on appelle une leçon d'humilité, le genre de leçon que l'on n'oublie pas. Piqués dans leur orgueil, les Heatles reviennent la saison suivante avec l'envie d'en découdre. Moins fanfaron, LeBron est auréolé du titre de MVP, le 3e de sa carrière. Cependant, les choses se compliquent sérieusement en play-off. En demi-finale de conf, une belle équipe des Pacers, emmenée par un trio David West, Danny Granger et Roy Hibbert, leur oppose une résistance farouche. D'entrée, la blessure aux abdominaux de CB1 le rend indisponible jusqu'à la fin de la série. Wade n'est pas vraiment dans son assiette non plus, et balance des briques en veux-tu, en voilà. Pour la première fois, les Heatles sont confrontés à une équipe qui n'a pas peur d'eux et n'hésite pas à leur rentrer dans le lard. Pour maintenir les siens en vie, LeBron doit déployer tout son talent. Flash finit par se ressaisir et ensemble, les désormais Dos Amigos remettent les choses en ordre. Mais pas le temps de souffler. Dans un choc générationnel, c'est ensuite au tour du Big Three originel de la conférence Est, maintenant quatuor avec l'émergence de Rajon Rondo, de se dresser sur leur chemin. Le passé contre l'avenir. Ne reste plus qu'à déterminer le présent. Toujours privé de Chris Bosh au début de la série, Miami remporte les 2 premières rencontres à domicile. Mais les Celtics, coriaces et déterminés, s'adjugent les 3 suivantes. Dos au mur, le Heat n'a pas d'autre choix que de s'imposer au TD Garden, la forteresse bostonienne. Le Chosen One l'a bien compris et prouve que son surnom ne lui a pas été donné par erreur. Possédé par l'esprit de Wilt Chamberlain, LeBron aligne des stats jamais vues depuis le Stilt. 45 points, 15 rebonds, 5 passes pour forcer le Game 7. Dans l'ultime rencontre, les hommes en vert résistent vaillamment, mais finissent par rendre les armes face à un Chris Bosh de retour à son meilleur niveau et un LeBron James toujours aussi étincelant. Après un tel périple, les finales face à un Thunder très talentueux, mais bien trop jeune,
ne sont qu'une formalité. Cette fois, pas question de répéter l'erreur de l'année précédente et de prendre l'adversaire de haut. En 5 petits matchs appliqués, l'affaire est réglée. The Miami Heat are once again NBA champions. LeBron James captures that elusive title he's so desperate. LeBron remporte son premier titre. Le King est enfin couronné, pendant que Miami peut hisser sa seconde bannière de champion. Mais le Heat n'a pas le temps de se reposer sur ses lauriers. Pour entrer dans l'histoire et prétendre devenir une dynastie, il faut réitérer l'exploit. L'objectif est clair, le back-to-back. Pour ça, Miami peut profiter d'un renfort inattendu. Ray Allen, le sniper bostonien, trahit les siens dans l'espoir de regoûter au titre suprême. Dans cette optique, Ray consent à faire un très gros sacrifice financier et accepte même de sortir du banc. Avec un tel 6e homme, on voit mal qui pourrait empêcher les champions en titre de réitérer l'exploit. Son arrivée confirme l'évolution logique du jeu des Heatles vers un small ball de plus en plus assumé. D'ailleurs, Spoelstra décide d'installer définitivement Chris Bosh au poste de pivot. Au diable la défense, le but du basket reste de marquer plus de points que son adversaire, non ? Comme prévu, l'exercice 2012-2013 est une véritable boucherie. Les Tres Amigos sont critiqués pour un certain laxisme et quelques défaites surprises. Facilement évitables, dit-on. La réponse est claire. 27 victoires consécutives entre début février et fin mars. Miami survole la saison régulière et porte le record de la franchise à 66 victoires pour 16 petites défaites. Premier back-to-back de la saison, LeBron conserve son trophée de MVP. En play-off, les surprenants Pacers du MIP Paul George manquent d'un rien de briser la destinée des Heatles. Playoff P passe cependant à côté de son Game 7. Miami ne demandait pas mieux et retrouve les finales pour la 3e année consécutive. Cette fois, ils sont opposés à un Big Three d'un tout autre genre. Un trio construit à la draft et développé à la maison. L'antithèse du Star System. Les San Antonio Spurs de Tim Duncan, Manu Ginobili et Tony Parker. Les Men qui en 2007 avaient retardé le premier sacre du King. Après 6 ans d'absence, les Texans sont de retour en finale NBA. Un battement de cils pour une franchise lambda. Une éternité pour les éperons. Plus qu'un choc de style, cette finale oppose 2 des institutions les plus rigoureuses de la Ligue. 2 équipes de légende qui s'opposent par bien des aspects, mais qui au fond se ressemblent plus qu'on ne voudrait le croire. Le début de la série est à l'avantage des Spurs. Les Texans pressent leur avantage et mènent 3-2. Ils déploient un basket chatoyant et se rendent à l'American Airlines Arena pour terminer le travail, sûrs de leur force. À 28 secondes de la fin du Game 6, les Spurs mènent de 5 points et sont en passe de remporter le titre. Autour du parquet, les officiels s'agitent pour préparer la cérémonie de remise du trophée. S'ensuit un gros 3 points de LeBron. Puis des mains tremblantes. Pour enfin à cet instant précis, Ray Allen vient de planter l'un des tirs les plus clutch de l'histoire. Le momentum est complètement inversé. Les Spurs sont KO debout. Conscients de l'invraisemblable chance d'être encore en vie dans ces finales, LeBron et D-Wade se chargent d'achever leurs adversaires en prolongation, avant de conclure l'affaire lors d'un Game 7 maîtrisé de bout en bout. Les Heatles viennent de réaliser un exploit déjà rare dans l'histoire de la Ligue, réaliser un back-to-back. Mais ils ne comptent pas s'arrêter là. Le fantôme du numéro 23 des Bulls dans le viseur, le King rêve de three-peat. Pas aussi excellente que les précédentes, la saison 2013-2014 du Heat demeure très solide dans l'ensemble. Seule ombre au tableau, les blessures répétées de D-Wade. Pas de souci, les 2 autres amigos se chargent d'assurer le minimum syndical en son absence. Pour la 3e fois de suite, les Pacers essayent de bouleverser la hiérarchie en play-off. Malgré une adresse en dents de scie, le jeune Paul George impressionne par sa défense et son leadership, mais au bout du compte, il ne peut y avoir qu'un seul King. En finale, le Heat retrouve les Spurs pour un remake de la saison précédente.
Dès le deuxième match à l'AT&T Center, Miami s'empare de l'avantage du terrain. La majorité des médias les donne alors gagnants. Grave erreur, qui n'est pas sans rappeler le scénario des finales de 2011. En Floride, les Texans leur infligent une leçon de basket, une démonstration d'altruisme et de jeu en mouvement. Toute l'équipe semble être entrée dans une sorte de zone collective. LeBron James tente bien d'insuffler un vent de révolte à plusieurs reprises, mais Wade et Bosh n'affichent plus leur niveau d'antan. Trop esselé, le King ne peut rien faire face à une armada noire et blanche motivée comme jamais. Résultat final, 4-1, net et chirurgical. On pensait que la dynastie du Heat allait définitivement mettre fin à celle des Spurs, mais c'est l'inverse qui se produit, la fameuse incertitude du sport. Quelques jours plus tard, le Chosen One fait jouer une clause de son contrat qui lui permet de devenir agent libre. Le 11 juillet, soit moins d'un mois après la déculottée prise face aux Spurs, il quitte Miami pour rentrer à la maison, à la poursuite du prochain chapitre de sa légende. Pat Riley, qui s'est souvent opposé à James, notamment en défendant Eric Spoelstra bec et ongle, bouillonne intérieurement. You want to trend something? I'm pissed, okay? So go ahead, get it out there. Son plan pour dominer la ligue pendant toute une décennie vient de voler en éclats. Bonne nouvelle, Dwayne Wade et Chris Bosh rempilent. Les arrivées des anciens All-Stars Lou Holding et Danny Granger permettent de sauver les meubles. Enfin, en apparence. Car la saison post-Big Three s'avère être une hécatombe. En tout, Spoelstra est contraint d'aligner une trentaine de 5 de départ différents. Flash et Chris Bosh enchaînent les blessures. Pire que ça même, le 1er février 2015, à l'issue d'une victoire contre Boston, quelque chose cloche. Chris Bosh arrive à peine à respirer et doit être hospitalisé de toute urgence. Si les médecins se montrent peu alarmistes au départ, le verdict final est irrévocable. Bosh est atteint d'une maladie grave au cœur, une maladie qui mettrait sa vie en danger s'il décidait de rejouer au basket. Le Heat le pousse à mettre un terme à sa carrière un peu moins de 2 ans plus tard. La mort dans l'âme, Bosh tire sa révérence. Une fin tragique pour un basketteur trop souvent sous-estimé. And just one more time, what I'm gonna do is scream at you, and I want you to scream right back at me one more time just to give some old memories. Is that cool? Come on! Dans ce marasme, Miami trouve quelques lots de consolation, en récupérant Goran Dragic par exemple. Le dragster slovène impressionne, tout comme le jeune Hassan Whiteside, sorti de nulle part et dont le talent ne fait aucun doute. Sa motivation, elle, est un peu plus discutable. À eux deux, ou presque, ils sont à un match de qualifier Miami en play-off. La saison suivante, le Heat va beaucoup mieux. L'équipe fait office de sérieux poil à gratter à l'Est, et manque même de se qualifier pour les finales de conférence. Dans ce processus de reconstruction, D-Wade se sent mis à l'écart, pas assez respecté au vu de ses 13 années de bons et loyaux services. Libre à la Free Agency 2016, il décide, comme LeBron, de retourner au bercail et signe aux Bulls. Les fans n'en reviennent pas. Personne n'imaginait alors le célèbre numéro 3 sous d'autres couleurs. Comme on ne se rend pas compte de l'importance des choses qu'après les avoir perdues, le Wade County pleure son héros. Heureusement, cette histoire est de celles qui finissent bien. Après une saison catastrophique dans l'Illinois et quelques mois passés en colonie de vacances chez son pote LeBron, le miracle a lieu. Conscient de son erreur, Pat Riley formule une offre pour le récupérer le soir de la trade deadline 2018. D-Wade is back. Son retour se fait sous les hurrahs. Plus aussi rapide que dans sa prime jeunesse, Flash sort désormais du banc. Dans un rôle de 6e homme de luxe, il retrouve des couleurs et régale les fans floridiens. La saison 2018-2019, son ultime saison, lui est spécialement dédiée. Comme pour Dirk, son rival de toujours, on assiste à un gigantesque farewell tour. Les deux stars vieillissantes sont acclamées dans chaque ville.
et la Ligue leur fait même l'honneur de les inviter à un dernier All-Star Game. Submergé par tant d'amour, celui qui a consenti à se mettre en retrait tant de fois durant sa carrière se sent enfin reconnu à sa juste valeur. Le 9 avril 2019, il score 30 points en guise d'adieu à une American Airlines Arena sous le charme. La célébration n'est plus aussi énergique que jadis, mais le cœur y est. Wade County, I love you. Une fois les célébrations passées, il est temps de se remettre aux affaires. Et plus vite que prévu. Éphémère coéquipier à Chicago, Wade convainc Jimmy Butler d'exporter ses talents à South Beach à l'été 2019. Considéré comme un pestiféré par beaucoup, Jimmy Buckets retrouve de sa superbe à Miami. Au fond, il ne demandait que ça, qu'on lui offre les rênes d'une équipe. Son mindset d'underdog jusqu'au boutiste colle à merveille avec la hit culture. Jimmy n'est pas un surdoué. Il n'est pas un lotripique passé par une fac prestigieuse. Sa place dans la Grande Ligue, il se l'est faite tout seul. Rejeté par sa mère et à la rue une partie de son adolescence, il connaît mieux que quiconque la valeur du travail acharné. Riley apprécie ça et en fait son général. Avec Goran Dragic en bras droit, il se retrouve à la tête d'une meute de jeunes loups aux dents longues. Bam Adebayo, un intérieur moderne ultra polyvalent. Tyler Hero, un rookie pyromane Klay Thompson-esque. Kendrick Nunn, un combo guard que personne n'attendait à un tel niveau. Et enfin, Duncan Robinson, un shooter fou non drafté complètement passé sous les radars. Que des styles. Arrivés dans la bubble, en outsider, après une saison tronquée par le Covid, les hommes d'Eric Spoelstra se révèlent. Un à un, ils font tomber leurs rivaux à l'Est jusqu'à se frayer un chemin vers les finales NBA, les 6e de l'histoire de la franchise. Malheureusement, contre les Lakers de LeBron, la magie n'opère pas. Le destin leur tourne le dos dès le Game 1. Dragic, qui avait retrouvé ses jambes de champion d'Europe, se blesse. Bam Adebayo également. Jimmy Butler, lui aussi diminué, prend la série à son compte et livre une performance à la Jerry West. 26 points, 8 rebonds, presque 10 passes et plus de 2 interceptions en moyenne par match. Assez pour prendre 2 rencontres au pourpre or et gagner par la même occasion le respect de toute la ligue. Dans la défaite, Miami ressort grandi. La page Dwayne Wade est définitivement tournée. Un nouveau chapitre s'ouvre et il s'annonce palpitant. L'histoire du Miami Heat, c'est celle d'une famille, mais une famille atypique, unie par les liens non pas du sang, mais de la sueur. Un assemblage hétéroclite de personnalités hors normes, rassemblés par l'amour du travail acharné et une certaine rage de vaincre. Des bagarreurs, des staccanovistes prêts à bosser comme des dingues, des fous qui ont consenti à vivre un enfer au paradis de South Beach pour atteindre la gloire. De cette fabuleuse épopée, on retient les titres, bien sûr, mais également les échecs sur lesquels ils se sont construits. Être un hit, c'est ça, un surdoué au mindset d'underdog, qui ne renonce jamais et ne considère rien comme acquis. Même au sommet, il continue à se remettre en question, car il ne le sait que trop bien. Le moindre signe d'arrogance peut mener à la chute. Par-dessus tout, il sait rebondir et transformer les défaites en victoires. Alors, après l'épopée fantastique de la bulle et sa conclusion cruelle, une seule solution. Au boulot. Le chemin est long et il y a du pain sur la planche. A lot of tears, a lot of ice bags, but we are here.